Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Unilever. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action Unilever. On voit que la publication des résultats qui a eu lieu le 13 février a été plutôt mal reçue par le marché, moins 5% à la clôture. Est-ce que c'est le moment de profiter de ce repli? On va regarder ça. Alors, au niveau de la croissance, on est sur une médiane faible de 2% de croissance et 2024 c'est soldé par 2% de croissance. On était sur une décroissance en 2023, mais on arrive à recroître. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt de la croissance par acquisition, la croissance externe, puisque là, il y a eu 800 millions d'acquisitions. Donc, l'entreprise est sur un secteur qui est très mature, hein, c'est les personal care products, donc ça va être donc hygiène personnelle. En fait, c'est un concurrent de Procter & Gamble, donc c'est très lié à la consommation non discrétionnaire. C'est pas un secteur qui est en forte croissance, donc pour avoir de la croissance, il va falloir faire des acquisitions. Et c'est jamais évident de réussir les acquisitions, donc danger sur ce sujet-là. Il y a plus de croissance, enfin il y a une légère croissance, mais parfois on a une croissance négative. Et ça c'est souvent un problème, ça à cause de l'effet ciseau, ça empêche de bien maintenir les marges. Donc ici on voit qu'il y a un bug de Coifin, apparemment, parce qu'on a un taux de marge brute de 100%, évidemment c'est pas le cas. Donc on va ignorer ce taux de marge brute, on va juste se dire qu'en médiane il est à 43,5, ce qui est quand même pas mal hein, pour ce genre de secteur. Ce qu'on peut voir également, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, est stable autour du 19. Allez, il est quand même un peu en baisse, en dessous de la médiane. La médiane est à 19,5, on est à 18,5. Bon, c'est rien de significatif. Et maintenant, comme on a légèrement moins de croissance, ça va être dur de maintenir des marges élevées. Et puis on n'est pas sur un secteur qui a un pouvoir de fixation des prix intéressant. Bon, le taux de marge net chute également. Il a perdu 1 point. La médiane est à 11, on est à 9,5, donc il a même perdu 1,5 point. Est-ce que c'est uniquement le taux de marge net qui chute, ou est-ce que c'est les free cash flow également sont en chute? On regarde ça. Ouais, les free cash flow eux se maintiennent. Donc là c'est plutôt à mon avis des pertes non comptables qu'on a ici. Bon, ce qu'on voit ici c'est qu'on n'est pas sur un secteur qualitatif, on est sur une entreprise qui est gérée correctement à mon avis, mais qui n'est pas excellemment gérée, de sorte que ça lui permet de maintenir ses marges. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets, on a 7 milliards de free cash flow supplémentaires. Bon, voilà, on peut dire que c'est à peu près équivalent, donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité du dossier, on est sur une médiane de 16,5, mais ça a bien chuté depuis 2020. On n'arrive pas à rebondir en termes de rentabilité. Donc là, actuellement, on est à 12,80%. Pourquoi est-ce que la rentabilité baisse d'ailleurs? Mais en fait, ça va être parce que on peut potentiellement avoir un changement dans les parts de marché. Et donc, si de leader, on passe à suiveur, eh bien, on peut plus fixer les prix. Et en fait, la rentabilité, c'est comment je fixe mes prix par rapport à mes coûts. Et donc, ça veut dire qu'on a été dépassé par quelqu'un sur la courbe d'expérience. Donc là, méfiance hein, quand même sur Unilever, peut-être qu'ils perdent des parts de marché face à peut-être, je sais pas, Procter & Gamble par exemple, ou Colgate-Palmolive, voilà, donc à regarder sur ce marché si vous êtes intéressé. Bon, ce qu'on voit c'est que la rentabilité elle est quand même correcte, enfin elle est quand même supérieure à 10%, la croissance est quasiment nulle, donc en fait c'est pas très grave non plus, puisque tout le cash qu'on va dégager, on va pouvoir le rendre aux actionnaires éventuellement, se désendetter s'il y a de la dette, et faire des acquisitions, s'il y a des opportunités qui se présentent. On continue avec l'endettement du dossier. On a de la dette quand même, on est à 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est pas un niveau qui est préoccupant, on peut rembourser cette dette, puisque on a, on est à 3,5 fois les free cash flow, donc on peut rembourser cette dette si on priorise le remboursement. Actuellement, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on a un niveau qui est stable depuis quelques années, donc le management a l'air confortable avec ce niveau d'endettement. Continuons avec le rendement de l'actionnaire. Donc, on va regarder les dividendes. Alors, Coifin n'affiche pas les actions disponibles. Est-ce que si je regarde la cotation aux Pays-Bas, on a l'info? On va regarder ça. Je me mets aux Pays-Bas. Ici, est-ce que on a le shares outstanding? Non, on l'a pas, donc dommage. On peut pas voir s'il y a des rachats d'actions. On va regarder le dividende. Donc le dividende, il a un peu plus de la moitié des free cash flow. Donc est-ce qu'il va être sécurisé par la suite ce dividende? Ça reste à voir. Il faut qu'on retrouve la croissance des free cash flow, sinon on pourra pas le payer.
à ce niveau-là en tout cas. On a un rendement qui est quand même intéressant. Si on calcule rapidement, on est sur du 3, entre 3,5, enfin entre 3 et 3,5% de rendement du dividende, donc ça c'est intéressant. Et on est sur un rendement de l'actionnaire qui est plus élevé que le rendement du dividende, donc je pense qu'il y a des rachats d'actions sur Unilever. Si vous avez l'info, dites-moi ça en commentaire. Donc rendement de l'actionnaire intéressant, mais attention, il n'est pas forcément sécurisé à ce niveau-là. La valorisation du groupe, on regarde en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est surcoté par rapport à la médiane historique sur 10 ans, donc méfiance hein, sur Unilever là. On n'a pas alors Coifin m'embête un peu, j'arrive pas à dézoomer pour avoir 10 ans. Mettons-nous sur 10 ans. On est surcoté par rapport à la médiane. La médiane elle est à 11,5, à l'heure actuelle on a 13,9, donc il n'y a pas forcément de marge de sécurité à ce niveau-là. Si on zoome un petit peu, si on se met sur 10 ans, ouais, la valorisation sur 10 ans est quand même un peu montée, donc peut-être que le business s'est amélioré, mais on est toujours surcoté. Et si on se met en price to free cash flow, là par contre on a une légère décote. Donc où se trouve la vérité? Je pense que la vérité se trouve plutôt sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, parce qu'on a quand même une dette qui est élevée. Donc même si on a une bonne capacité à générer des free cash flow, il faudrait désendetter le groupe, et ça n'a pas l'air d'être la priorité. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même se dire que le dossier est un peu surcoté tant qu'on rembourse pas la dette. Et donc pour conclure sur ce dossier, sur Unilever, on est sur une société défensive, bon rendement de l'actionnaire, mais attention, il n'est pas forcément sécurisé. Il faudrait rembourser la dette en priorité. Si ces points-là ne vous effraient pas, si vous n'avez pas d'inquiétude sur ces points-là, je pense que ça peut être une bonne société de fonds de portefeuille très défensif. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.